Donc, on s'excuse, on fait un faux direct, hein, il faut l'avouer, parce que nous avons un petit problème technique, on a changé complètement de dispositif et on préfère assurer le coup par cet enregistrement. Donc, je suis avec Marie-France. Bonsoir, bon Nazaire à toutes. Bonjour à tous. Donc, c'est la cinquième fois que nous nous retrouvons pour cette émission de débat et nous invitons bien sûr à poser des questions auxquelles nous pourrons répondre directement Directement. sur le site, envoyer des messages sur Facebook et de toute manière on y répondra. Alors en ce qui concerne d'abord l'émission, on va d'abord parler de deux réunions importantes qu'on a eues. La première, dans le chronologiquement, c'est celle avec Gilles Séméon, le président de l'exécutif. Elle avait eu lieu à Bastia, vous voyez quelques images. Et nous Il avons y a 15 donc, jours il y a une précisément. quinzaine de jours, et nous avons donc j'ai demandé à Vincent Carlotte, qui dans sa lointaine contrée là, a toujours des petits problèmes aussi de communication et son image n'est pas parfaite, mais on va quand même apprécier ce qu'il dit, enfin du moins je le pense. J'ai vu l'enregistrement, enfin c'est même moi qui lui ai posé les questions, je crois que tout y est. Voilà, Vincent, à toi. Écoute, d'abord, il faut rappeler que la réunion avait été demandée par Gilles Séméon. Il voulait sans doute faire le point avec nous au bout d'un an d'existence pour savoir un peu où on en était. Et donc, on a eu une conversation qui a duré 2 heures, mais qui a été, pour résumer la chose, elle a été franche. On s'est dit des choses que d'habitude, on n'a pas le temps ni les moyens de se dire dans ce genre de compagnie. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, écoute, tu es quelqu'un pour nous qui est un homme important, qui est intègre, sur lequel il est hors de question pour nous d'en douter, mais nous sommes persuadés que les élus n'ont ni perçu l'importance de ce qu'on dit, c'est-à-dire l'imprégnation de la mafia dans la société corse, ni le fait que ça doit être une priorité. Or, pour nous, c'est une priorité. Alors que ça ne soit pas pour vous la priorité absolue, ça peut se concevoir. Mais que ça ne soit pas affichable comme une des priorités, ça, c'est inadmissible. Et c'est donc sur ce ton-là qu'on est parti. On a examiné tout ce qui pouvait fâcher, si vous voulez, entre nous. Les marchés publics, la porosité entre la classe politique et les voyous, l'importance prise de plus en plus par des rentes de situation, si vous voulez, qui rendent les choses extrêmement difficiles et qui nous préoccupent. Rien n'a été évacué et on a eu en face de nous un interlocuteur toujours connaissant bien ces dossiers, ça on a pu le constater, parfois mordant, parce que j'avoue que c'est vrai qu'on a été parfois mordant nous-mêmes, toujours sincère comme nous, mais en tout cas, quelqu'un qui, s'il n'a pas évacué les questions qui le gênaient, il n'en avait aucune, a parfois eu du mal à nous répondre. Quand on lui dit, tu comprends, avec les élus, nous avons maintenant un problème de confiance. Et la confiance, c'est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas travailler si on n'a pas confiance. J'avoue que là, j'ai senti qu'il était troublé. Parce qu'effectivement, il avait peut-être perçu qu'il y a aujourd'hui un problème de confiance entre le monde associatif tel qu'on le représente. On n'est pas tout seul. Je n'ai pas la peine de citer d'autres associations. On le sent qu'il y a dans le monde associatif une certaine défiance. Si Or, on ne peut pas gouverner une région face à la défiance des concitoyens. Voilà. Donc, on a conclu là-dessus en lui disant, nous, on trace, on te dit ce qu'on va faire, on va rencontrer des ministres, etc. On va continuer notre mission, on va regarder ce que vous faites, vous les élus, toi en particulier. Et puis on avisera, et puis on dira naturellement à nos concitoyens ce qu'on pense de la situation. Ah ben, je crois que le bilan est positif, malgré le fait qu'on ait été interrompu par le Covid, comme tout le monde. Hein. Et je n'en veux pour preuve que deux choses. La première, c'est que le président de la République, par le biais de son chef de cabinet, nous a invités à discuter avec lui. Si ce n'est pas une reconnaissance, je veux bien manger mon chapeau. Bon, on verra bien ce qu'il fait par la suite. Tu auras l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, j'ai pris ça comme une reconnaissance du travail accompli. Et la deuxième, c'est que la perception qu'ont nos concitoyens du programme qu'on s'est fixé. Quand on leur dit nous allons demander une commission d'enquête parlementaire, on a d'excellents retours. En gros, c'est RAO. Quand on leur dit nous avons pris rendez-vous avec une ministre et au ministère de l'Intérieur, on nous dit bravo, continuez. Je veux dire. Quand on va voir les gens qui souffrent, qui ont souffert, on va en écouter tout à l'heure, qui ont souffert de la situation, ils nous disent
surtout continuez, ne vous arrêtez pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, malgré le Covid, malgré le fait qu'on a dû effectivement mettre un peu la pédale douce, on est en train de réussir notre pari. Notre pari, c'était quoi? Sensibiliser la situation, sensibiliser les élus, sensibiliser les pouvoirs publics. On n'y est pas complètement arrivé pour les deux, mais je crois que c'est en bon chemin. Donc, Marie-France, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Non, par rapport à ce qu'a dit, Vincent, moi je rajouterais qu'on est rentré dans un cycle de réunions, certaines à notre demande, d'autres à la demande de responsables, soit politiques locaux, comme là avec le président de l'exécutif, ou ensuite à la demande du président de la République. Mais n'importe comment, ces réunions n'auraient pas eu lieu. Notre réunion de rentrée, lors de notre réunion de rentrée, nous avions décidé de relancer, j'allais dire, le cycle, du moins de relancer la mobilisation ou l'interpellation, entre guillemets, que nous faisons, sans jeu de mots, auprès de la société aujourd'hui, des responsables politiques et des responsables de tous ordres. Un temps, la Covid n'a plus permis à ce sujet d'être sur le devant de la scène, et on comprend pourquoi. Maintenant, on sait tous que l'épidémie, malheureusement, va durer aussi. Seulement, nous avons nos épidémies, nos autres épidémies et nos autres maladies qui sont là, très très présentes, et dont nous ne voulons pas mourir, dont la Corse ne veut pas mourir. On en a la certitude aujourd'hui. Il y a moi je dis qu'il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui. Ça peut paraître tout à fait, j'allais dire, excessif ce que je dis, prétentieux peut-être, mais honnêtement, quand l'on discute partout, dans les milieux politiques, dans les milieux économiques, avec des responsables, chefs de cabinet, directeurs de cabinet, etc., elle est là, la prise de conscience. D'ailleurs, le procureur général, lors de sa rentrée, n'a pas manqué de dire, ça n'a pas été extrêmement souligné, nous l'avons fait, qu'il y avait aujourd'hui une volonté d'emprise mafieuse dans le monde économique, dans le monde politique, et que c'était aujourd'hui cette volonté-là qui faisait qu'on assistait à des regains de violence. Le président de la République, nous avons été agréablement surpris. Alors justement, Marie-France, je crois que la transition est toute faite. On va regarder les images. Donc c'est la réunion que nous avons eue avec son directeur de cabinet, son chef de cabinet. Donc c'est significatif puisque c'est quand même la deuxième personnalité dans le dispositif autour de Macron. C'est nouveau, il est un nouveau d'ailleurs. Il a été nommé en juillet et nous avons eu une longue réunion. Alors on regarde juste quelques images, mais j'aimerais là vraiment que tu nous dises ton ressenti par rapport à cette réunion qui a duré plus d'une heure, et encore c'est nous qui avons interrompu parce que les journalistes nous attendent. Alors ? Donc nous avons été reçus par le chef de cabinet et qui est finalement le collaborateur de Patrick Stroda, je le souligne parce que Patrick Stroda connaît bien la Corse, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il a été préfet en Corse, donc il connaît très bien la Corse. Le chef de cabinet on peut imaginer que c'est un discours un peu convenu, mais quand même a lourdement insisté en début de réunion sur le fait que le président de la République lui avait demandé d'être très précis dans le compte-rendu qui lui serait fait de cette réunion. Nous avons pris la précaution d'ailleurs de laisser une note, comme ça au moins, nos propos ne seront pas travestis, mais comme ça au moins il y a une trace de nos propositions. Donc tu l'as dit, la réunion a duré longtemps, il y a eu une grande écoute, il n'y a pas eu énormément de questions, c'est surtout nous qui avons mobilisé la parole, mais comme ça au moins on a pu quand même balayer de nombreux sujets. Mais le commentaire de la fin, cet entretien était passionnant et très enrichissant, c'est un commentaire également qui nous agrée. En tout cas, nous on en a profité pour revenir et sur des propositions que l'on avait déjà faites au président de l'exécutif, pour lesquelles nous avons saisi les 4 députés de la Corse,
Hein, je rappelle qu'il y a un débat, un débat qui va s'ouvrir aujourd'hui à l'Assemblée sur les évolutions juridiques, et que nous souhaitons que les députés de la Corse s'emparent de ce débat et que la Corse devienne quelque part le fer de lance d'une demande d'évolution sur ce sujet, avec la reconnaissance du délit d'association mafieuse introduite dans le code pénal, l'aboutissement d'une demande qui avait déjà évolué avec la députée LRI, c'est-à-dire celle de la redistribution des biens saisis aux mafieux, cette redistribution aux associations, et un statut plus protecteur pour les collaborateurs de justice. Sur le deuxième point de la redistribution des biens saisis, on a eu là aussi l'agréable surprise, 3 ou 4 jours après, dans la presse, de voir Nicolas Bessonne, qui lui aussi connaît très bien la Corse, qui est aujourd'hui le directeur de la GRASC, c'est l'agence qui gère la redistribution des biens illégalement obtenus et redistribués, qui a dit qu'il était tout à fait favorable à cette demande. Et d'ailleurs, il disait la mafia vous vole, la mafia ne vous rend pas servir, la mafia vous vole, et donc il est normal que cet argent aujourd'hui revienne dans la communauté. Mais encore une fois, beaucoup d'écoute. Là, une des dernières questions est quand même assez symbolique du climat kérien. Léo nous a quand même demandé une nouvelle fois, ce n'est pas la première fois, si nous avions peur, si nous subissions des pressions et si nous avions peur. C'est pas moi qui ai demandé. Non, c'est le chef de cabinet. Oui, demandé, oui. Léo, je dis Léo, je te prends à témoin, tu t'en souviens bien. On aurait pu comprendre que c'est moi qui pose cette question un peu. Le chef de cabinet nous a demandé si nous avions peur. Si nous étions dans une situation normale, il n'y aurait pas de quoi avoir peur. Comme nous sommes dans une situation totalement anormale, il est logique que l'on nous pose cette question. Sauf que nous sommes des gens comme tout le monde. On n'est pas particulièrement courageux ou particulièrement... c'est juste une prise de conscience et c'est juste la volonté de personnes, je crois, qui ont toujours eu la Corse chevillée au cœur, l'humanisme chevillé au cœur. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu associer PAUID à notre slogan, à Mafia Nord. Je pense que ça résume bien notre état d'esprit. Est-ce que tu as remarqué que dans toutes ces réunions que nous avons, et bien d'autres, les discussions que nous avons avec beaucoup de maires, etc., il y a le off et le on. C'est incroyable. Il y a une espèce de simulacre de prise de position publique où on évite, parce que moi je regrette, mais le seul qui parlait... Il parle de bande organisée lors de la visite de Macron, c'est Macron lui-même. Hein. Ailleurs, c'est les euphémismes, on se dérobe, etc. Et c'est la même chose. Alors qu'en off, il y en a qui analysent de manière encore pire que nous, parce que c'est la réalité. Ce qui se passe aujourd'hui, nous ne le décrivons pas de manière aussi réaliste qu'on le souhaiterait, parce qu'on va penser peut-être qu'on fait de la propagande pour essayer d'abreuver nos propos, etc. Moi, je suis effaré aujourd'hui par tous les témoignages que nous recevons, y compris les témoignages de pression. Et je trouve la transition par rapport au dernier sujet qu'on va vous présenter, parce que nous sommes PAUID, comme tu l'as dit, donc tout ce qui concerne un peu cette situation de Far West que l'on vit, hein, on le sent. Alors, il y a de plus en plus d'agressions. Nous ne sommes pas en train de faire du populisme par rapport aux agressions. Nous essayons même de sauver à la limite les agresseurs de ces dérives, hein, parce que notre propos, on n'est pas des miliciens, on n'est pas des justiciers, on est des lanceurs d'alerte, on essaie d'attirer l'attention sur des choses une fois encore où il y a une retenue, on met encore et toujours la poussière sous le tapis. On n'ose pas dire, surtout quand on a des responsabilités, que dans tel endroit il y a beaucoup d'incidents, que dans tel autre il y a déjà eu beaucoup. Et là j'ai un témoignage, nous avons un témoignage de Boris Brunel. Bon, je ne cache pas que Boris Brunel, je le connais très bien, je connais très bien le jeu puisque c'est un des meilleurs joueurs des jeunes espoirs au niveau des échecs, qui le premier soir, où il attendait ce moment. Je me rappelle, parce qu'il n'en parle pas, Boris, de ce que met son père sur son Facebook, tout fier de dire « Mon fils demain va à la fac à Corté ». Premier soir, voilà ce qui lui arrive.
Monté à Corté une journée avant pour voir ses amis. Ils ont pris des appartements aussi, qui est à la cité universitaire, etc. Donc voilà, pour se visiter un petit peu, pour se poser. Il a pris quelques affaires avec lui. Moi, je devais monter dimanche pour finir de l'emménager. Là-dessus, forcément, le soir, ils sortent au resto. Ils sortent ensuite boire un verre. Hein, voilà, tout simplement, tout se passe bien. Il n'y a pas il n'y a pas Enfin, il n'y a aucun problème hein, dans la soirée. Ils s'échangent les numéros avec d'autres étudiants qui sont en sciences de l'ingénieur comme eux, ou ils rencontrent d'autres étudiants, pareil, ils échangent, etc. Et en sortant, en remontant donc le cours Paul pour aller à son appartement, il reçoit un coup très violent. Il ne savait pas du tout d'où il venait. Et ensuite, il s'écroule tout simplement. Il tombe par terre, inconscient. Et la suite est racontée par les témoins parce qu'il est accompagné par 3 de ses amis qui ont reçu des coups eux aussi, bon, dans une moindre mesure, mais ils ont reçu des coups aussi. Donc, à partir du moment où il reçoit ce coup, il tombe par terre. Ses amis ont très peu de temps pour réaliser parce que tout se passe très vite. L'agresseur continue de le taper une fois à terre. C'est là que les amis interviennent, reprennent conscience, interviennent, le sauvent d'ailleurs, parce que voilà, c'est à quel moment où ça allait s'arrêter, on ne sait pas. Détournent l'attention de l'agresseur en question, reçoivent quelques coups et ensuite les gens commencent à arriver parce qu'il y a encore des serveurs, il y a encore, apparemment un peu de monde, un peu d'étudiants encore qui sont dehors à cette heure-ci, mais ils étaient plus loin à une centaine de mètres. Et ils ont vu ce qui s'est passé, donc ils ont apparemment entendu des cris, donc ils arrivent en courant pour s'interposer, et c'est là que l'agresseur prend la fuite. Voilà, donc fin de l'histoire, pour moi en tout cas. Fin d'histoire pour les gosses aussi, donc tout ce qu'ils m'ont pu me raconter, et ce qu'ils ont raconté d'ailleurs à tout le monde, ça s'arrête là. Je ne peux pas dire plus. Axel se réveille à l'hôpital de Corté. Voilà, déjà avec des points posés, avec une perte. Alors la question la plus importante, comment va-t-il? Il va mieux. Il va mieux, il s'est fait opérer mardi à Bastia, donc pour une reconstruction des os du visage. Ça va, donc le nez il est revenu en place. Bon, il a mal, il a toujours mal. C'est normal en post-opératoire, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un petit qui est courageux. Bon, je dis pas ça parce que c'est mon fils, hein, mais c'est vrai que c'est un petit qui est courageux. Voilà, il a qu'une envie, c'est de remonter étudier à Corté. J'entends que ça, je l'appelle à chaque fois et quand je lui demande comment ça va, est-ce que tu as mal, etc., il me dit, parce que, je l'appelle parce que là, il est sur la semaine où il est chez sa maman. Donc, du coup, il me dit, oui, oui, j'ai mal, etc. Puis bon, avec les calmants, j'arrive pas trop à étudier, et puis ça m'embête, et puis ça m'embête. Voilà, et puis j'entends vraiment une grande envie de remonter, étudier. Tant mieux, hein, tant mieux. Mais bon, on va les suivre quand même, et niveau psychologique, et niveau santé, hein, parce que là, on n'a pas fini, on a encore un examen dentaire à faire, etc. Parce que les dents, elles ont bougé aussi. Donc, beaucoup de dégâts quand même, hein, beaucoup de dégâts physiques. Bon, psychologique, voilà, il est en cours d'évaluation par un médecin psychiatre, avec plusieurs rendez-vous, et on verra comment ça va se terminer. Alors, quelles sont ta réaction d'ensemble par rapport à cette chose qui est évidemment très très choquante? Comment tu la réaction d'ensemble, d'abord, c'est même pas une surprise, hein, j'étais sous le choc d'abord, parce que bon, je vais répéter à plusieurs reprises, mais j'ai mis Axel dans le train à 16h30 avec ses petites affaires pour qu'il aille à Corté, et la réflexion que je me fais au fond de moi en partant, en rejoignant mon véhicule, je me dis, Dieu merci, le petit a choisi Corté, licence de l'ingénieur. Je n'ai pas à m'inquiéter, il n'est pas à Paris, il n'est pas à Marseille, il n'est pas à Aix, voilà, il n'arrivera rien. Donc je suis tranquille, je suis rassuré, ses amis sont là-haut, tout va bien. Donc voilà, la première réaction, c'est le choc. Hein. C'est le choc. Donc quand je reçois le coup de fil, évidemment, je suis sous le choc. J'aurais jamais pensé que ça pourrait arriver. Après, comme on dit, c'est naïf, hein, mais surtout chez nous. Voilà, surtout chez nous, ça ne pourrait jamais arriver. Les centaines, des dizaines et des centaines de témoignages que je reçois, c'est ça d'abord. Hein. C'est oh mon Dieu, c'est arrivé chez nous. Et force est de constater que oui, c'est arrivé chez nous. Oui. C'est arrivé chez nous. Et pire encore, vu que cette histoire a été médiatisée, je reçois des messages de gamins de 16, 17 ans, 18 ans, qui m'écrivent en me disant Monsieur Brunel, nous avons appris l'histoire d'Axel, voilà, nous sommes désolés, etc.
Et ensuite, il m'explique, il me raconte en disant que bah, leur est arrivé la même chose. C'était pas médiatisé. Bon, c'était pour X raisons. Hein. En sortant d'une boîte à Ajaccio, en sortant d'un bar, en sortant d'un restaurant, en sortant à Corté, à Portevec. Voilà. Et en fait, bah, c'est pas si isolé que ça. Je me rends compte que c'est pas du tout isolé que ça. Et ce qui me choque le plus, c'est que dans le lot, il y a pas mal de filles. Donc, il me demande évidemment de ne pas, de ne pas montrer les photos, etc. Mais j'ai reçu quelques photos qui font peur. Qui font peur. On voit les gamines physiquement détruites, hein, qui ont pris des coups de poing, mais d'une violence inouïe. Donc encore, bon, évidemment que les garçons n'ont pas à recevoir, mais vous voyez, c'est toujours moins choquant sur un garçon que sur une fille. On voit des filles vraiment marquées, hein, avec des bleus partout, le nez cassé. Enfin, voilà, je suis un peu catastrophé par rapport à ça. Commentaire. C'est désolant, écœurant. Écœurant, mais c'est un des aspects du problème que l'on rencontre. On va nous dire, mais quel lien entre mafia et ce type de violence? Mais quand tout part à la dérive, quand l'impunité est quasi totale, c'est ça le problème. Mais cela autorise après toutes sortes de dérives, et y compris ces dérives très violentes. Nous sommes dans une société, au-delà du problème mafieux, on sent bien qu'on est dans une société qui a perdu la quasi-totalité de ses repères. Mais par contre, elle est très fortement marquée par la violence. Et encore une fois, je pense que l'impunité qui règne nous amène à ce type de situation. Maintenant, pour revenir 5 minutes sur ce que tu disais, il y a les discours off et les discours on. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer un peu maladroitement. Dans les discours off, nous sentons bien que nous avons mis le doigt sur un véritable problème et que ça fait très très mal, là aussi, sans faire de jeu de mots. Par contre, on n'est pas encore passé à la phase, mais ça va venir. Moi, je préfère voir la bouteille à moitié. D'abord, ça fait seulement 1 an que nous existons. Ça va venir, on le sent, que c'est dans le sens aujourd'hui, encore une fois, en 1 année, ce qu'a dit un président de la République, c'est la première fois. Et tu as raison, Léo, de dire quand même derrière, en même temps, ce qui est étonnant, donc vous voyez, un coup je suis optimiste, un coup je suis pessimiste ou interpellé, pas de commentaires de notre classe politique autour de ces déclarations. Et d'une certaine, les occasions certaine presse aussi. Et d'une certaine presse. Quelques questions quand même de certains journalistes. Pas toutes, pas toutes, parce qu'il y a eu, mais pas de commentaires. Oui. Non plus dans les jours qui ont suivi, très peu dans la dernière interview de rentrée du président de l'exécutif. Je crois qu'une fois il fait référence au grand banditisme. Dans le contraste d'hier soir, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est passé hier soir, il a longuement insisté sur l'éthique. Je pense qu'il peut faire mieux, je le dis sincèrement. Je rejoins ce que disait Vincent tout à l'heure, parce que nous avons beaucoup d'estime pour tous ces gens qui sont des politiques honnêtes, mais qui, d'après nous, ne prennent pas leurs responsabilités parce qu'ils pensent qu'on peut progresser différemment dans la société en étant pragmatique, etc. Le pragmatisme aujourd'hui, c'est l'embon, c'est vraiment le bourbier assuré, parce qu'il faut appeler un chat. La force qu'on a eue, c'est de commencer à dire c'est une mafia et pas une association. Pourquoi ? Pas des termes édulcorés. Pourquoi ? On se pose souvent la question, pourquoi ce propre mot de mafia, qui correspond tout à fait à ça, a créé autant de débats. Pourquoi ? Tout simplement parce que qui dit mafia dit porosité politique. Et ça dérange les politiques. C'est incroyable. Alors, regarde le contraste qu'il y a. Moi, hier, oui, c'était bien hier ou avant-hier, j'étais à Ajaccio, je représentais le collectif à l'appel d'une association qui regroupe une dizaine d'associations qui défendent l'environnement, qui défendent la santé, etc., et qui s'appelle l'association Terre. Il y avait, j'étais surpris, hein, le nombre de responsables présents, il y en avait une vingtaine, et là, j'ai vu le contraste entre le fait que lorsque nous faisons des réunions publiques, la plupart des maires qui sont dans les environs de nos réunions, quand nous faisions, on prend toujours l'exemple de la Balagne, il y avait 200 personnes en hiver qui sont venues, il y avait 33 mairies autour, aucun n'est venu. Et si on va les prendre un par un, sur les 33, il y en a au moins 30 qui vont nous dire vous avez raison, vous avez raison. Par contre, les responsables associatifs aujourd'hui, ils savent que les enjeux sont là, ils savent qu'ils sont bloqués.
Et ils savent qu'ils subissent des pressions s'ils restent dans leur coin. Ils subissent. Moi, il y a eu des témoignages à cette réunion, je vous montre un peu cette photo. C'est incroyable les problèmes qu'il y a aujourd'hui à tous les niveaux, y compris lorsque l'on défend des tortues. Hein, je prends cet exemple sciemment, hein, puisque nous, je crois qu'on va en reparler. Voilà un peu, je pense que réellement, nous sommes au bord du précipice. Si nous ne nous ressaisissons pas collectivement, c'est notre rôle, nous, d'en lancer l'alerte. Ça va être difficile de redresser la barre. Très difficile, je le pense. Tout à fait. Et un autre point important, on a abordé des réunions importantes avec des responsables politiques au plus haut niveau que nous avons eues. Mais je reviendrai aussi sur la réunion que nous avons eue avec la Ligue avec la Ligue pour les droits de l'homme à Corté, parce que tu fais référence aussi Oui, tout à fait. à une réunion que tu as eu avec les associations regroupées au sein de Terre. Là aussi, on sent, et c'est une très bonne chose, qu'il y a une volonté de convergence, de travailler ensemble, de toute une série d'associations, de citoyens. Et ça aussi, c'est très encourageant. D'abord, ça va nous donner énormément de force. Deuxièmement, ça nous permet déjà entre nous de débattre avec la Ligue. On a bien vu, on a fait le tour des points qui nous rapprochent et des points sur lesquels nous avons des divergences. Mais cela ne fait rien d'abord. Ça, c'est le débat tout à fait démocratique. On est parti du constat, malheureusement, commun que la société corse est totalement sous pression. Et à partir de là, comment nous pouvons faire pour chacun à notre niveau, individuel, collectif, et collectif tous ensemble, association, nous pouvons faire évoluer cette situation. L'invitation là à Terre, les réunions que nous avons avec le collectif contre le centre à Diuncadio, à Vijanedo, etc., etc. Tout ça, c'est des organisations à la base de citoyens, encore une fois, qui se mobilisent. Parce que quand on fait le tour des sujets, déchets, autres, etc., pas loin, on retrouve, alors à tout le moins des pressions, à tout le moins des organisations qui, en effet, ont des visées aujourd'hui qui sont totalement contraires aux intérêts de l'ensemble de la population et qui n'ont de volonté que d'être des prédateurs. Le seul but, c'est la prédation. Il n'y a pas... Et justement, le lien avec cette dérive un peu de la société au niveau de beaucoup de jeunes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres cas, on va en traiter d'autres d'ailleurs, on a d'autres témoignages pour des faits un peu similaires à ceux qui se sont passés à Corté. On se rend compte qu'il y a aussi souvent un dénominateur commun, c'est ou l'alcool ou la drogue. De plus en plus souvent la drogue, avec des jeunes qui sont vraiment surexcités. Il y a toujours eu, moi je crois qu'il ne faut pas rêver, toutes les générations ont connu leurs katsutades, leurs trucs comme ça, je ne dis pas que c'était bien, etc. Mais on a tous plus ou moins, tu parles en particulier de cette Corse macho de notre époque, on avait tous connu un peu ça. Mais aujourd'hui, ça va plus loin. C'est de plus en plus dur. Ça c'est aussi, là, il faut reconnaître aussi, ça s'est élargi également au niveau de beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui impliquées dans des faits de violence. Cette forme de progression, on ne la souhaiterait pas, on pourrait tirer dans un autre sens, mais alors que les autres sont plus que bienvenus dans une société qui doit évoluer. Mais je crois honnêtement que on ne va pas rajouter chaque fois le malheur au malheur, parce que c'est pas notre but, c'est aussi de faire espérer, de faire respirer, et on va essayer de développer aussi beaucoup de choses qui seront un peu ludiques, qui seront un peu gaies d'ailleurs avec des artistes ou autres pour qu'ensemble on fête un peu la vie, mais incontestablement on ne peut plus éluder le problème de la mafia en Corse, parce qu'autrement on va devant d'autres drames encore plus considérables que ceux qu'on a connus, même s'il n'y a pas de morts plus importantes que d'autres, mais on sent qu'il y a déjà depuis le début d'année énormément de faits par rapport à notre population, et ce sont des faits pratiquement tous reliés à une culture mafieuse. C'est ça qui est grave. Alors maintenant, on s'excuse de ne pas avoir pu faire le direct, mais je crois qu'on a beaucoup d'éléments. N'hésitez pas à poser des questions sur notre mur Facebook, par mail à mafiano 2f, hein, mafiano 2f à mafia en Corse, à gmail.com. On vous y répondra, et puis on essaiera vraiment là, pour la prochaine fois d'être opérationnel. Vous comprenez que
c'est un peu de plus, Nous, c'est nous assez avons des délicat pour petits nous. moyens. Petits moyens, hein. D'ailleurs, il faudra qu'on... Vraiment Des pas. petits moyens, on essaie de faire pour le mieux, et puis là, j'en ai une entière responsabilité. Je me suis retrouvé un peu, faute de temps, en étant allé à Bastia, pour pouvoir régler en amont toutes les difficultés. On le fera la prochaine fois. Birin grazie, et après. Après, Vous remarquerez qu'on a gardé les distances. Tiens.